Coucou tout le monde. Donc voilà, c'est le confinement et du coup j'ai plein de temps libre qui sort de nulle part. Et j'ai décidé de faire un truc que j'adore faire mais que ça faisait super longtemps que j'avais pas fait parce que j'avais pas le temps. J'ai envie de vous parler d'écriture, de vous donner des conseils, de partager avec vous des trucs et astuces pour vous aider à écrire vos propres histoires. Donc pour ceux qui savent pas, dans ma vie, moi mon truc c'est de raconter des histoires, j'adore ça. Et j'écris surtout des romans ou des scénarios de longs métrages, de séries ou de courts métrages. Mais pour l'instant, j'ai pas encore vendu grand chose. Et j'ai aussi créé une maison d'édition qui s'appelle Les Planètes Orphelines et qui publie des textes de SF et principalement de space opéra parce que c'est mon genre préféré. Sauf que là aussi, pas encore publié grand chose, tout simplement parce que j'ai plein de projets en développement avec des auteurs, mais le temps que ça se finisse, bah voilà, il n'y a qu'un seul bouquin, une petite anthologie nouvelle qui s'appelle Les Nouveaux Robots, et que je vous invite à lire évidemment. Donc voilà, en attendant que tout ça se déclenche et que je puisse en vivre, bah du coup, moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est parler d'écriture. Vraiment partager ma passion avec vous, parler de techniques d'écriture et l'enseigner. Parce que, voilà, en fait, enseigner l'écriture, moi, ça me permet aussi, tout bêtement, de mieux appréhender l'écriture en elle-même et d'apprendre à écrire moi-même. Donc, voilà, j'adore ça. Et un métier que je kifferais, ce serait d'être prof dans une école d'écriture. Et en fait, même j'ai un rêve qui serait à terme d'ouvrir ma propre école d'écriture, une école vraiment professionnelle pour apprendre à raconter n'importe quel type d'histoire, donc que ce soit des romans, des films, mais aussi des jeux vidéo, des BD, etc. Donc vraiment une école d'écriture tout confondu. Et voilà, j'ai même le nom, si vous voulez tout savoir, j'appellerais ça l'école nouvelle d'écriture interdisciplinaire, parce que comme ça fait l'Énéide et c'est super joli. Voilà, donc en ce sens, il y a quelques années, j'avais commencé à faire une chaîne YouTube. J'avais publié quelques vidéos. À chaque fois, je prenais un sujet en particulier, l'identification, le show don't tell ou quoi, et je faisais une petite vidéo de 15 minutes dessus. Sauf que j'avais eu un souci technique, j'avais dû arrêter, et j'avais remplacé ça par un blog. Un blog sur lequel je publiais donc des articles similaires, puis finalement aussi des critiques de cinéma, des critiques d'autres théories d'écriture, pour vous donner des conseils de lecture. Et puis finalement, j'avais tout repris à zéro et j'avais fait des conseils d'écriture qui étaient plus vraiment des conseils d'écriture, mais en fait une véritable théorie que je construisais petit à petit en partant de la base, de qu'est-ce que c'est qu'écrire, etc., pour arriver à vous donner des super conseils. Et puis, comme j'avais encore du temps à l'époque, j'avais aussi repris un peu la chaîne, mais qu'avec plus ou moins des podcasts, quoi, en fait, avec un truc qui s'appelait le roman romancé, qui était épisode par épisode, en fait, un truc purement méthodique pour apprendre à écrire un roman de A à Z. Donc voilà, des petites méthodes avec des exercices, des choses à faire pour partir de l'idée de roman et arriver jusqu'à l'envoi aux éditeurs. Euh, et donc voilà, apprendre à écrire un roman de A à Z. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre temps, j'ai repris des études. Et notamment, j'ai repris des études de cinéma pour apprendre à faire de la réalisation, donc une autre façon de raconter des histoires. Et du coup, bah, en fait, j'avais juste plus le temps de faire tout ça, mais plus du tout, c'était hyper chronophage, que ce soit les vidéos, les articles ou quoi, et il y a un moment, je pouvais plus. Et du coup, voilà, bah, j'ai jamais vraiment fini tout ça, et je trouvais ça super dommage, parce que les gens aimaient bien, parce que moi j'adorais le faire, et surtout aussi parce que j'avais mais pléthore d'articles, de sujets de vidéos à faire, que j'ai jamais pu faire. Et bah voilà, ça me frustre. Et du coup, bah, j'ai décidé, bah voilà, c'est le confinement, on a du temps, et ben si on faisait pas un peu les choses. Bon alors à l'époque j'avais prévu des vidéos avec plein de montages, plein de trucs hyper stylés. Bon là clairement j'ai plus l'énergie et j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Donc du coup on va faire juste un truc simple, j'ai pris mon micro et puis on va traiter un sujet à l'arrache comme ça. Je vais vraiment faire quelque chose dans la forme qui va être le plus simpliste possible. Mais j'espère que ça va vous plaire quand même, et puis sinon tant pis, moi ça me plaît et je crois que c'est le plus important. Par contre, je vais pas reprendre le roman romancé. Et je vais pas reprendre non plus les articles de théorie que j'avais fait sur mon blog. Ça, en fait, je vais faire des bouquins
avec ça. J'ai commencé l'écriture de ces bouquins, j'ai commencé à remettre en forme les choses, etc. Sur le roman romancé, c'est le plus avancé. J'ai eu 140 pages à peu près de trucs écrits là-dessus. Et donc voilà, ça, ce sera des bouquins que je ferai plus tard. Voilà, donc là, vraiment, j'ai décidé de juste faire, je prends un sujet sur un truc un peu précis, genre comment écrire une scène d'action, ou comment faire un truc comme ça, et je parle. Et voilà. Et du coup, si ça vous plaît, bah n'hésitez pas à le dire, et puis à le partager et tout, mais surtout, n'hésitez pas non plus, en fin de vidéo, à mettre dans les commentaires peut-être des sujets que vous voudriez que j'aborde. Et je pense que je les prendrai au fur et à mesure pour faire les prochaines vidéos. Et les prochaines vidéos sortiront au rythme que ça sortira. Voilà, je me prends pas la tête là-dessus. Plus de prise de tête ni sur la forme, ni sur le rythme, ni sur quoi que ce soit. Pour l'instant, j'ai du temps. Quand j'aurai du temps, je le ferai. Voilà. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'épisode 12 de la saison 6 de Lost. Alors pour ceux qui ne savent pas, Lost, ça raconte l'histoire de survivants d'un crash d'avion qui sont coincés sur une île hyper chelou et qui du coup essaient de survivre, de trouver des moyens de quitter l'île et de résoudre tout un tas de mystères sur l'île et d'essayer de comprendre pourquoi ils sont arrivés là, est-ce que c'est le destin ou pas, etc. Et donc on suit plein de personnages, il y a Jack le docteur, Locke le chasseur, Kate l'évadée de prison, etc. Et parmi ces personnages, il y a un personnage qui s'appelle Hurley. Donc Hurley, c'est son surnom. Son véritable nom, c'est Hugo Reyes. Et du coup, l'épisode 12 de la saison 6, il est particulier parce qu'il s'appelle, c'est la dernière saison, et il s'appelle Tout le monde aime Hugo, donc tout le monde aime Hurley. Et là, en fait, quand j'ai vu le nom de cet épisode, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'était vrai. Tout le monde aime Hugo. Donc dans la série, tous les personnages aiment Hurley, tous les personnages le trouvent sympa, tous les personnages lui veulent du bien, mais ça va en fait plus loin. Tous les spectateurs aiment Hurley. Ce qui est très étonnant, parce que souvent dans une série où il y a plein de personnages, vous avez toujours un personnage que vous aimez moins que les autres, il y avait toujours des personnages, bon celui-là je m'en fous un peu, celui-là il m'énerve ou quoi. Et en fait ça dépend de chacun, des goûts de chacun va plutôt s'identifier à machin ou à machine. Mais là, c'est le cas d'un personnage, c'est un peu particulier, c'est un personnage où tous les gens qui aiment la série apprécient ce personnage-là en particulier. C'est pas forcément leur personnage préféré, mais c'est un personnage qu'ils apprécient vraiment et qu'ils aiment beaucoup voir, et que quand on le voit, en tout cas, moi je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait un petit truc de plaisir, quoi. Vraiment, quand je le vois, je me dis, ah putain, c'est trop bien, on va avoir un épisode sur Hugo, on va avoir un épisode sur lui, j'adore ce qu'il fait, ça me fait marrer, ça me détend, c'est trop cool, j'adore le voir. Et la question que je voudrais me poser, c'est pourquoi ? Pourquoi tout le monde l'aime et pourquoi les scénaristes en sont tellement conscients que tout le monde aime qu'ils se permettent de faire un épisode qui s'appelle Tout le monde aime notre personnage. Et ben voilà. Et donc la véritable question, c'est comment on construit un personnage que tout le monde aime. Alors, la première réponse à ça qu'on va donner instinctivement, surtout quand on voit le personnage de Hurley, c'est en fait, on l'aime parce que c'est le comic relief de la série. C'est une série qui est hyper sérieuse, sur plein d'aspects, tous les personnages sont hyper à fond dans leur délire, et puis pouf, il y a Hurley qui arrive, et Hurley, c'est le gars, il fait des blagues, il est sympa, il est cool, il est drôle, et de manière générale, donc il nous fait rire. Et tout simplement, la première théorie qu'on pourrait se dire, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça que tout le monde l'aime, c'est parce que dans ce paysage-là, c'est lui le comic relief et qu'on aime bien les comic relief. Mais en fait, c'est pas ça. C'est pas ça parce que déjà, il y a des comic relief qu'on n'aime pas ou que tout le monde n'aime pas forcément. Moi, je sais par exemple que si je prends les Gardiens de la Galaxie, merde, j'ai perdu le nom. Rocket et Groot, par exemple, qui sont des comic relief, tout le monde les aime pas forcément. Pareil, si je prends l'exemple de Jar Jar Binks, c'est clairement pas un comic relief que tout le monde aime. Et il y a plein d'autres exemples de comic relief qui sont pas forcément appréciés de tout le monde, même que ça peut énerver qu'il y a un comic relief dans le truc. Alors on pourrait dire, ouais, ils sont mal écrits et tout, mais je pense que, en fait, c'est pas ça. Et en fait, il y a une deuxième raison au fait que ce soit pas un truc de comic relief, c'est que le cas de Hurley, le fait que ce soit un personnage que tout le monde aime, c'est pas du tout un cas isolé. En fait, si on prend d'autres séries, il y a plein d'autres séries dans lesquelles il y a des personnages que tout le monde aime, que vraiment tout le monde apprécie, et qui sont pas du tout
des comic relief. Par exemple, dans la série Downton Abbey, il y a le personnage de Sibyl. Donc Sibyl, qui est la troisième sœur Crowley, et clairement c'est pas un comic relief du tout, quoi. C'est pas un personnage qui est là pour faire rire, voilà, enfin clairement c'est pas un comic relief. Et pareil, si je prends la série Stargate Atlantis, il y a aussi le docteur Carson Beckett, qui est le médecin en fait de l'équipe. Et lui, c'est pas le comic relief parce que tout simplement le comic relief, c'est clairement le docteur McKay, donc qui est l'un des héros de l'histoire. Voilà, donc ça, et pourtant tout le monde aime Carson Beckett aussi. Tout le monde aime Sibyl, tout le monde aime Carson Beckett, alors que ce sont pas des comic relief. Donc le truc qui fait que tout le monde aime Hurley, ça peut pas être le côté c'est un comic relief parce que tout simplement, on peut prendre d'autres exemples d'autres personnages qui sont tout autant appréciés par les spectateurs, que tout le monde apprécie vraiment, et qui pourtant ne sont pas des comic relief. Donc ça peut pas être ça. Donc du coup, on peut se demander, du coup, puisque là on a quand même 3 exemples de personnages que tout le monde aime, du coup, c'est quoi leur point commun? C'est quoi le point commun qu'ils ont et qui fait que tout le monde les aime? C'est une bonne méthode, je pense, pour trouver peut-être ce qui fait que tout le monde les aime. Et le point commun qu'ils ont, c'est que ce sont des personnages extrêmement gentils, mais gentils à l'extrême, voire tellement gentils qu'ils ont l'air complètement naïfs. Enfin, je veux dire, Sibyl, elle passe son temps à aider les gens de manière complètement spontanée, sans se poser de questions. Voilà, Beckett, c'est un médecin, il a un code moral hyper haut, il fait jamais un pas de travers, il soigne tout le monde, même les méchants, sans distinction, il se pose pas la question, vraiment il passe son temps à vouloir aider les gens. Et Hurley, voilà, c'est le personnage, il est gentil avec tout le monde, il est là pour faire des blagues, et en plus, il a même carrément tout un épisode où son grand dilemme, c'est que, en gros, quel que soit le choix qu'il fasse, il y a des gens qui vont pas être contents, et il n'arrive pas à faire le choix du coup, parce qu'il veut que tout le monde soit content. Voilà, donc c'est vraiment des personnages qui sont hyper gentils, hyper généreux, hyper tournés vers les autres, et du coup ils peuvent même paraître naïfs, tu vois, ils ont aucune limite dans leur gentillesse, et du coup voilà, on peut se dire que c'est peut-être pour ça qu'on les aime. Mais non, c'est pas pour ça, même si ça peut contribuer, parce que y a encore un autre personnage dont je vous ai pas parlé, mais qui est clairement un personnage que tout le monde aime, et qui est dans la série Battlestar Galactica, le personnage de Gaius Baltar. Gaius Baltar, c'est pareil. Il fait exactement le même effet que Sibyl, Beckett ou Hurley quand ils arrivent dans la série, c'est-à-dire que vraiment dès qu'on le voit, ça nous fait plaisir. Vraiment, c'est un petit plaisir à chaque fois qu'on le voit arriver, sauf que clairement, c'est un connard, quoi. Le mec, il pense qu'à sa gueule d'un bout à l'autre de la série, il se contrefout des autres, c'est le gars le plus égoïste du monde, il est complètement pété, donc voilà, c'est vraiment pas un gentil, quoi. Et pourtant, tout le monde l'aime de la même manière qu'on aime Hugo ou Sibyl ou Beckett. Donc à partir de là, si lui c'est un connard et qu'on l'adore quand même, c'est pas du tout le fait d'être gentil, c'est pas du tout le fait d'avoir un personnage ultra gentil qui fait qu'on aime, que tout le monde va aimer un personnage. Au contraire, même je pense que le côté être gentil peut être très très agaçant au bout d'un moment. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas, par exemple, un Superman ou un Captain America parce que oh là là, il est trop gentil, le Boy Scout, ça fait chier, quoi. Donc non, c'est pas ça. L'exemple de Gaius Baltar est édifiant de ce côté-là. On aime un connard, quoi. On aime vraiment, sincèrement, un connard, on adore le voir. Mais alors, du coup, c'est quoi? Et en fait, je me suis longtemps posé la question, et finalement, la réponse m'est venue justement avec Gaius Baltar, quand je me suis rendu compte que c'était un personnage qui était complètement à part par rapport à tous les autres personnages. Et pour bien comprendre ça, il faut comprendre en fait comment on construit une série. Donc en fait, dans une série, il y a toujours ce qu'on va appeler le grand débat, la grande question philosophique, et qui en fait va guider toute la série. Ok, par exemple, dans Downton Abbey, le grand débat, c'est choisir entre la tradition et la modernité. Si vous regardez dans tous les épisodes, tout le temps, il y a tout le temps des grands enjeux
tous les personnages doivent toujours choisir entre la tradition dans laquelle ils ont toujours vécu et qui leur plaît, et aller vers l'avant, aller vers la modernité, ce qui leur permettrait de survivre. Et donc, ils sont toujours partagés entre est-ce qu'on doit protéger les traditions ou complètement aller vers la modernité. Et en fait, vous pouvez même voir que chaque personnage est une réponse particulière à cette question. Par exemple, vous avez le personnage de Maggie Smith ou de Carson qui vont être clairement des grands défenseurs de la tradition, il faut que rien ne bouge. Et à l'inverse, vous avez des personnages comme Matthew ou Tom qui, eux, sont des grands partisans de non, il faut aller vers la modernité, il faut tout faire évoluer, etc. etc. Et en fait, dans une série, on met les personnages principaux, donc ici ça va être le comte et Marie, on les met au centre, et eux, ils sont partagés entre est-ce qu'on doit aller vers la modernité ou la tradition, et à chaque fois, c'est eux qui finissent par décider. Et c'est comme ça qu'on construit une série, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce grand débat-là, un grand débat en fait, et tous les enjeux, toute la série va tourner autour de ce grand débat. À chaque fois que les personnages vont être confrontés à un problème, en fait, il va s'agir de régler d'une manière ou d'une autre cette question, de faire un choix entre modernité et tradition. Et donc voilà, et si dans ce contexte-là, je prends le personnage de Sibyl, bah c'est un personnage qui est complètement en dehors de ce questionnement. Le personnage de Sibyl, il aime autant la modernité que la tradition, et pour elle, en fait, les deux sont pas du tout incompatibles, et du coup, elle fait jamais de choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle fait un choix, vraiment, elle se pose jamais la question de savoir est-ce que je choisis la tradition ou la modernité. Immédiatement, elle est toujours, elle fait ce dont elle a envie à ce niveau-là. Et si je reprends aussi, par exemple, Battlestar Galactica, donc avec Gaius Baltar, on a le même genre de questions. Tous les personnages passent leur temps à se poser la question jusqu'où on doit aller pour sauver l'humanité. Et il y en a qui vont dire non, on sauve l'humanité à tout prix parce qu'on est aux abois et il n'y a plus de morale qui tienne, rien du tout. Et puis il y a les autres de l'autre côté qui vont plutôt dire non, hors de question d'aller trop loin, on sauvera pas l'humanité si l'humanité a pas de morale, voilà. Donc du coup, il faut quand même respecter des principes, etc. Évidemment, les personnages principaux, ils sont au milieu de ça, ils sont poussés par les uns ou par les autres à faire des choix difficiles pour l'humanité. Mais Gaius Baltar, il s'en fout de ça. Il se pose jamais la question de comment je vais sauver l'humanité, est-ce que je vais respecter des principes ou pas. Non, lui, il se préoccupe que d'un truc, c'est de sauver sa peau. Et pareil, hein, si je prends Carson Beckett, dans la série Stargate Atlantis, tout le monde passe son temps à être bloqué par des responsabilités, en fait, de à quel point on doit faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie, et à quel moment les responsabilités fait qu'en fait on peut pas faire ce qu'on veut. Et bien Carson Beckett, il est dans cet état où en fait, lui, faire ses responsabilités, en tout cas, c'est exactement ce qu'il veut. Donc en fait, il se pose jamais la question. Dès qu'on lui demande de soigner quelqu'un, il se pose pas de question, il va soigner quelqu'un. Donc voilà. Et en fait, du coup, ces personnages-là sont complètement en dehors du grand débat qui anime toute la série. Et alors pourquoi ça fait qu'on aime particulièrement voir ces personnages-là arriver ? Tout simplement parce que quand vous avez toute une série entière qui est basée sur une seule et unique question, un seul grand débat, et que chaque événement qui se passe dans la série, globalement, vous pousse à vous poser cette question, du coup, ça peut être super, super lourd. Et du coup, dès qu'il y a un personnage qui arrive et qui se pose jamais la question, alors non seulement ça nous fait un peu marrer, c'est-à-dire que, ok, ce personnage-là réagit comme ça, pas de problème, et en plus, surtout, ça nous fait un putain de soulagement. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a le poids de la question qui s'enlève, pouf, hop, d'un seul coup, on se sent mieux parce que on se pose plus cette question-là. Et du coup, ça permet d'avoir des moments, quand on suit ces personnages-là précisément, des moments où on souffle un peu en fait, où on respire. Donc, par exemple, si vous reprenons l'exemple de Lost, dans Lost, les personnages, donc il y a plusieurs grandes questions, c'est une série un peu particulière, mais en gros, ils se posent tous la question de savoir si ils ont un destin, ils se posent tous la question de savoir comment ils vont survivre, et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour survivre, et enfin, ils se posent tous la question de qui doit diriger les survivants en fonction du destin ou de ce qu'ils doivent survivre, de comment ils doivent survivre. Et bien Hurley, il se pose jamais ces questions-là. Hurley, quand on le voit arriver, c'est pour avoir un épisode, pour régler un truc qui n'a rien à voir avec ça. Du coup, vraiment, ça nous soulage. À ce moment-là, on voit Hurley arriver, on se dit « Ah putain, on va pouvoir souffler un peu ». Et c'est ça qu'on aime bien dans ces personnages-là, c'est d'avoir cette sensation que « Ah,
on va pouvoir respirer un petit coup dans cette série qui est un peu lourde, en fait. Donc voilà. Et en fait, c'est pour ça que moi j'appelle ces personnages-là des struggle free relief. Donc en fait, des personnages sans lutte. Donc un peu comme les comic relief. Qui permettent de se détendre dans un truc hyper sérieux, et ben un struggle free relief, ça permet de se détendre par rapport à la lutte interne que tous les autres personnages ont. Mais en fait, il y a un deuxième facteur qui fait qu'on apprécie ces personnages directement liés au fait que ce soit des struggle free relief. Donc si vous imaginez l'univers d'une série qui a été entièrement construit autour d'une question particulière, et c'est voilà, d'une grande question que tout le monde se pose. Ça veut dire que tous les enjeux, tous les défis, toutes les missions que les personnages ont à faire, systématiquement, tous les obstacles qu'ils rencontrent mettent en relief cette question-là. Et donc mettent en relief ce débat-là. Et du coup, bah, les personnages, les Struggle Free Relief, que ce soit Hurley, Beckett, Sibyl ou Gaius, quand ils sont confrontés à ces questions-là, on l'a dit, eux, ils se posent pas la question. Donc ça veut dire que, en fait, ils sont pas du tout adaptés à se poser la question. Ils sont pas du tout adaptés à savoir que Hurley, il sait pas comment faire survivre le groupe. Il pourrait pas savoir. Si c'était lui qui dirigeait, ce serait le bordel, quoi. Il ferait pas les choses dans l'ordre, etc. Et lui-même, il finirait par paniquer. Si c'était Sibyl qui dirigeait le domaine dans Downton Abbey, clairement, le domaine, il aurait pas été préservé aussi longtemps. Et voilà, et si Carson Beckett, on lui demandait d'être le chef de l'expédition, il pèterait un câble. Il pèterait un câble parce qu'il ne saurait pas gérer ses émotions. Voilà, il aurait jamais été confronté à ça. Donc en fait, pareil, Gaius Baltar, il y a un moment, il arrive à devenir le président dans la série, et clairement c'est le bordel. Donc voilà, c'est des personnages qui sont en fait pas du tout adaptés à l'univers de la série. Ils sont vraiment comme ils se posent pas la bonne question, la question que tous les autres se posent, bah du coup, ils sont pas adaptés à relever les défis de la série. Et du coup, à cause de ça, bah, ils paraissent hyper désarmés, en fait, par rapport à tout ce qui se passe dans la série, hyper fragiles. Ils ont pas du tout les armes pour faire face aux défis de la série. Et du coup, par rapport à tous les autres personnages, ils paraissent super faibles, ils paraissent super fragiles, voire carrément naïfs. C'est pour ça, en fait, je pense qu'on les considère assez souvent comme naïfs, ces personnages-là. Et du coup, bah, instinctivement, parce qu'ils sont plus faibles et qu'on les aime bien parce qu'ils nous détendent, et bah du coup, on les aime encore plus parce qu'on a envie de les protéger en fait. C'est un peu nos petits chouchous, on sait qu'ils sont pas adaptés mais on les aime bien et on n'a surtout pas envie qu'il leur arrive quoi que ce soit. Et du coup, bah, ça fait un deuxième facteur qui fait que bah, on les aime beaucoup ces personnages-là et qu'on a envie de les voir souvent et que même si des fois c'est des personnages qu'on voit vraiment beaucoup moins que les personnages principaux, c'est quand même des personnages qu'on adore. Mais attention, hein, c'est pas parce que ces personnages-là n'ont pas le débat interne que les autres ont, qu'ils n'ont pas de débat interne du tout. Ça reste des personnages complexes. Hein, par exemple, Hurley, donc effectivement, il a toujours ce souci de vouloir que tout le monde soit content, de vouloir plaire aux gens, etc. Et du coup, ça lui pose plein de problèmes pendant la série. Sans parler de ses problèmes psychiatriques qu'il doit régler. Sibyl, elle a très peur de dévoiler ses sentiments, par exemple. Carson Beckett, il a souvent des soucis, alors pas tellement avec ses responsabilités, mais plutôt avec sa morale. C'est-à-dire qu'il doit souvent faire des choix moraux difficiles, alors que les autres, ils font plutôt faire des choix par rapport à leurs responsabilités. Donc, ils ont quand même des choses à faire, et alors je parle même pas de Gaius Baltar qui, genre, mais toutes les 2 secondes, il y a un danger sur sa vie. Il passe son temps à devoir se sortir de situations inextricables, il y arrive, c'est trop bien, mais il passe son temps à faire ça. Donc du coup, c'est pas du tout des personnages qui sont pas complexes, c'est pas du tout des personnages qui n'ont pas d'enjeu, hein. C'est juste que comme leur enjeu est complètement en décalage par rapport au reste de la série, c'est ça qui va faire du bien. Et pareil, hein, le fait qu'ils aient pas de réponse à cette question, en fait, quelque part, c'est une réponse à la grande question, au grand débat. Hein, le fait que Sibyl, elle trouve qu'il n'y a pas de raison de choisir entre tradition et modernité, c'est une façon de répondre à la question. Le fait que Gaius Baltar se préoccupe pas du sort de l'humanité, mais uniquement de soi, c'est aussi une réponse à la question de qu'est-ce qu'on doit faire pour sauver l'humanité.
Carson, voilà, le fait de, bah non, je choisis des responsabilités qui sont ce que j'ai envie de faire, au lieu de me laisser bloquer par les responsabilités, c'est une réponse à la question. Le fait que Hurley décide de plutôt passer du bon temps que de se préoccuper de la survie, c'est aussi en fait une façon de répondre à qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre. Donc du coup, c'est pas non plus des personnages pas complexes, c'est quand même des personnages qui ont leurs enjeux, et si vous voulez en créer un, il faut impérativement que vous pensiez à quand même le mettre à mal comme Gaius Baltar qui doit tout le temps sauver sa peau. Donc voilà. Si vous voulez créer un personnage que tout le monde aime, il faut d'abord vous demander c'est quoi le grand débat de votre série, c'est quoi la grande question que tous les personnages sont en train de se poser, et à partir de là, vous trouvez une façon de répondre à cette question qui élimine complètement le débat. D'accord. Et vous le donnez vous donnez cette réponse-là à ce personnage-là. Ce personnage-là va réagir comme ça à chaque fois qu'il y aura une question du grand débat. Et ensuite, vous n'oubliez pas d'en faire quand même un personnage complexe qui a d'autres enjeux et qui va vivre des aventures par rapport à ces autres enjeux. Par contre, il y a un petit truc, hein, il faut pas que ce soit le personnage principal. Si c'est votre personnage principal, du coup, ces enjeux à lui deviennent le grand débat. Donc du coup, le côté struggle free relief ne fonctionne plus du tout. Ça peut plus être un soulagement par rapport aux autres personnages, puisque c'est plutôt les autres personnages qui sont un soulagement par rapport à lui. Donc voilà, donc il faut absolument que ce soit un personnage secondaire, voire des fois très secondaire. Hein. Y a par exemple le personnage de Mandy dans Stargate Universe, qui est Dr Perry. Genre elle apparaît quoi 3-4 épisodes grand max. Mais n'empêche que c'est un personnage que les gens apprécient beaucoup. Enfin, pour ceux qui ont vu la série. Donc voilà. Le petit bonus avec ces personnages que je vous donne, c'est effectivement que si vous voulez faire mourir un personnage et que ça tire les plus chaudes larmes du monde, c'est clairement le struggle free relief qu'il faut faire mourir. Vu que c'est le personnage que tout le monde aime, généralement ça fait plus mal que quand c'est le personnage principal qui meurt. Vraiment, hein, si je prends l'exemple de Downton Abbey, quand Sibyl elle meurt, moi clairement ça m'a fait beaucoup plus mal que quand Matthew il meurt. Et pareil, dans Stargate Atlantis aussi, ils font mourir Beckett. Il y a un autre personnage à la fin de la saison 1 et au milieu de la saison 2 qui meurt. Tout le monde s'en fout. C'est un des personnages principaux. Quand Beckett il meurt, vous le sentez passer, quoi. Et donc pour reprendre l'exemple de Stargate Universe, Mandy qu'on voit dans 4 épisodes, il y a un moment elle meurt. Il y a un épisode entier derrière pour faire son deuil. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point, alors que c'est pas du tout l'un des personnages principaux, il y a plein d'autres personnages qu'on voit beaucoup plus qui meurent, mais alors le fait de perdre ce personnage-là, c'est juste un choc énorme. Et du coup, voilà, c'est un personnage, si vous voulez vraiment tirer des larmes à vos spectateurs, c'est le personnage qu'il faut faire mourir. Donc voilà, maintenant, vous savez construire un struggle-free relief. Voilà, si vous voulez des petits exercices pour apprendre un peu à faire ça, vous pouvez commencer par vous poser la question, par exemple, voilà, j'en ai pas parlé, mais deux autres struggle free relief assez connus. Il y a Joey dans Friends et Barney Stinson dans How I Met Your Mother. Vous pouvez regarder ces séries et vous poser la question pourquoi c'est des struggle free relief, sachant que dans Friends, Phoebe a un peu aussi ce rôle-là. Si vous pouvez vous poser la question et essayez de répondre dans les commentaires et je vous dirai si vous avez trouvé ou pas. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des séries où il n'y a pas de struggle free relief, par exemple, je sais pas, X-Files ou autre chose, et vous dire en quoi ça consisterait dans cette série-là. Vous essayez de trouver le grand débat de la série et du coup quel est le personnage, comment vous pourriez construire dans cette série un personnage qui soit un struggle-free relief. Et puis, in fine, quand vous créerez votre propre série, vous pourrez le faire pour vous aussi. Vous pourrez utiliser cette méthode pour construire vos propres personnages struggle-free relief. Et comme ça, vous aurez un personnage que tout le monde aime dans votre série, et c'est trop cool. Et en plus, c'est assez important, je pense, d'avoir un personnage qui permet de se soulager un peu de tout ça et de sortir du grand débat une fois de temps en temps. Voilà, voilà. Écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là, c'est déjà pas mal.
Et bah voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager, à mettre des likes, à en parler autour de vous. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, alors j'ai pas de compte Tipeee ou quoi, par contre, je vous mets dans la description un lien vers une cagnotte Ulule pour le court-métrage que je vais réaliser cette année. En fait, si vous nous aidez, même de 1 € ou quoi, nous, ça nous permet derrière, bah, tout simplement d'acheter, enfin pas d'acheter, de louer un petit peu plus de matos, son ou image pour faire des meilleures choses, voire de louer un petit décor ou deux, ou des choses comme ça. Donc ça nous permettrait vraiment de faire le film, et c'est comme ça que vous m'aideriez le plus. Donc n'hésitez surtout pas à le faire. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur l'écriture en commentaire pour que j'y réponde dans de prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt et bon confinement à tous.